Ma famille disait à tous que j'étais une ratée. J'étais assise au dîner de fiançailles de mon frère. Puis sa fiancée m'a regardé étage à chuchoter. « Attendez. Vous êtes… » La pièce s'est figée. Même ma mère ne pouvait plus parler. Je m'appelle Léonie Tissot et à 32 ans, je suis le mouton noir de la famille. Le vilain petit canard. L'échec. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous. C'est ce que ma famille disait à qui voulait l'entendre. Pendant 5 ans, j'ai vécu une double vie. Pendant 5 longues années, j'ai secrètement bâti ma société, Écologie, une entreprise de technologie durable basée à Paris. J'ai vu sa valorisation grimper, passant de rien à des dizaines, puis des centaines de millions d'euros. Et pendant tout ce temps, mes parents, Hervé et Béatrice Tissot, piliers de la bonne société lyonnaise, disaient à leurs amis que leur fille, Léonie, se cherchait encore. Que j'avais un petit boulot à Paris. Puis est arrivé le dîner de fiançailles de mon frère, Victor. Le parfait. Le fil en or. J'étais là, assise à cette table immense dans la maison de mon enfance, dans le 6e arrondissement de Lyon. Une pièce étouffante de richesse vieille France. L'argenterie brillait, les verres en cristal jetaient des reflets d'encens, et les portraits d'ancêtres nous regardaient de haut. Je me sentais complètement déplacée dans ma simple robe noire, un fantôme à leur fête. J'écoutais en silence mon père parler politique, ma mère critiquer subtilement les choix vestimentaires d'une autre invitée, et mon frère se vanter de sa dernière prime à Genève. Il rejetait ma vie d'un revers de main poli. Léonie est venue de Paris, avait annoncé ma mère, comme si j'arrivais d'une colonie lointaine et un peu sale. J'ai serré les dents. J'ai gardé le silence. J'avais l'habitude. Et puis, Célia, la fiancée de mon frère, la seule personne dans cette pièce qui semblait avoir une véritable chaleur humaine, s'est tournée vers moi. Elle souriait. Elle a commencé à parler de son travail, de ses défis, de ses passions. Et soudain, elle a prononcé les mots. Ces quelques mots qui ont fait s'arrêter le temps. Ces mots qui ont fait exploser 5 ans de secrets. Elle m'a regardé, son sourire s'est figé, puis ses yeux se sont écarquillés. Elle a chuchoté, mais dans le silence soudain de la table, sa voix a porté comme un coup de tonnerre. « Attendez, vous êtes… » La pièce s'est figée. Le sang s'est retiré du visage de ma mère. Mon père a arrêté son verre à mi-chemin de ses lèvres. Même Victor, le fiancé parfait, ne pouvait plus parler. Mais juste avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, ce moment précis qui a fait voler en éclats 5 ans de mensonges et de façades, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire. Et s'il n'est pas trop tard, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je suis tellement curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Revenons à ce dîner. Revenons à ce silence. Le silence était assourdissant. Célia me fixait, l'incrédulité peinte sur son visage. Elle ne chuchotait plus. Vous êtes LT? Vous êtes la fondatrice d'Écologie? Tous les regards se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir le poids de leur incompréhension. Écologie? Qu'est-ce que c'était que ce mot? Je n'allais pas me cacher. Plus maintenant. J'ai posé lentement ma serviette sur la table. J'ai regardé Célia droit dans les yeux, puis j'ai laissé mon regard balayer ma famille. Mon père, ma mère, mon frère. Oui, ai-je dit, et ma propre voix m'a semblé étrangement calme et claire dans cette pièce étouffante. C'est moi. Le chaos qui s'ensuivit n'était pas bruyant. C'était un chaos interne, un effondrement de tout ce qu'ils pensaient savoir. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment cette révélation a pu être une telle bombe, je dois vous ramener en arrière. Je dois vous expliquer ce que signifie grandir en tant que Tissot. Et ce que cela coûte d'essayer de s'en échapper. Grandir dans le 6e arrondissement de Lyon, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de nom, de tradition, d'attente. Les Tissot n'étaient pas seulement riches, nous étions l'élite. C'était un mot que ma mère, Béatrice, adorait. Mon père, Hervé Tissot, était un lobbyiste politique influent, un faiseur de roi, comme il aimait à se décrire, qui naviguait dans les couloirs du pouvoir avec une aisance calculée. Il ne parlait pas, il déclarait. Il ne suggérait pas, il décrétait. Pour lui,
Le monde était une transaction, et l'image était la monnaie la plus précieuse. Ma mère, Béatrice, était la grande conservatrice du musée des Beaux-Arts. Elle était la gardienne du bon goût, une femme pour qui l'apparence, la culture classique et le respect des conventions étaient plus importants que l'air qu'elle respirait. Elle pouvait tuer une réputation d'un simple haussement de sourcils. Et puis, il y avait Victor. De 3 ans mon aîné, Victor était leur chef-d'œuvre. Il était l'incarnation parfaite de leurs ambitions. Brillant, oui, mais surtout, il était obéissant. Il était passé par HEC Paris, puis par l'ENA, l'école de l'élite de l'élite. Il travaillait maintenant dans une banque privée à Genève, gérant les fortunes de gens exactement comme nos parents. Il était leur miroir parfait. Et il y avait moi. Léonie. Je n'étais pas moins intelligente que Victor. Mon esprit fonctionnait simplement différemment. Là où Victor mémorisait et récitait, je démontais et questionnais. Je ne voulais pas savoir ce qu'il fallait penser, je voulais savoir pourquoi les systèmes fonctionnaient comme ils le faisaient, et comment les améliorer. À 14 ans, j'ai été suspendue une semaine du lycée. Pas pour une bêtise habituelle. J'avais piraté le système de la bibliothèque de l'école. Pas pour tricher, mais parce que je trouvais leur algorithme de recommandation de livres lamentable. J'en avais codé un meilleur. L'école a appelé ça du vandalisme. Mon père a appelé ça une perte de temps tragique. Tu as l'intelligence des Tissot, m'a-t-il dit ce soir-là, sa voix glaciale. Mais tu la gaspilles dans des gadgets. Des bêtises. Tu me fais honte. La seule personne qui semblait me comprendre était ma tante Odette, la sœur de mon père. Le premier mouton noir de la famille. Odette avait refusé d'épouser l'homme qu'on lui destinait et était devenue artiste céramiste en Drôme. Elle vivait simplement, couverte d'argile, et elle était la personne la plus heureuse que je connaisse. Ne les laisse pas éteindre ton feu, Léonie, m'a-t-elle dit un après-midi, alors que je l'aidais dans son atelier. L'odeur de la terre cuite et de la térébenthine remplissait l'air. Ton esprit voit des connexions qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas un défaut. C'est un don. Mais à Lyon, c'était un don inutile. La pression n'a fait que s'intensifier. Le jour où Victor a été admis à l'ENA, mes parents ont organisé une réception pour 50 personnes. Le champagne coulait à flots. Mon père rayonnait. C'était leur couronnement. L'année suivante, j'ai été admise à l'école polytechnique. L'une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses au monde. J'avais choisi cette voie non pas pour le prestige, mais pour leur incubateur de start-up. Je voulais construire. La réaction de ma famille ? Tiède. Ah, a dit ma mère lors du dîner du dimanche. L'ingénierie. C'est original. Elle a soupiré. Au moins, l'uniforme est élégant. Mais ma chérie, c'est si peu féminin. Ton père et moi espérions que tu suivrais la voie du droit, ou peut-être de la gestion culturelle, comme moi. Mon père a hoché la tête. Polytechnique, c'est bien. Mais c'est pour les techniciens. Un Tissot est fait pour diriger, pas pour être dans la salle des machines. J'ai regardé mon assiette. J'avais réussi un exploit, et il le voyait comme une excentricité, un petit détour gênant avant que je ne rentre dans le rang. Il ne le savait pas encore, mais cette conversation, cette déception palpable dans leur voix, ce n'était pas un simple faux pas. C'était la graine de ma rébellion. C'était le début de la fin. Cette rébellion allait me coûter plus cher que je ne l'imaginais. Mais c'était aussi la seule chose qui allait me sauver. Que auriez-vous ressenti à ma place ? J'ai tenu 3 semestres. 3 semestres à essayer de faire coexister 2 mondes, celui des algorithmes, de l'innovation et des nuits blanches à coder, et celui des dîners guindés, des attentes implicites et de la déception constante de mes parents. La rupture a eu lieu un dimanche midi. C'était toujours le dimanche. Le moment du jugement. Le poulet rôti était sur la table, l'argenterie était sortie. J'ai attendu une pause dans le monologue de mon père sur la politique fiscale. Papa, maman, ai-je dit, ma voix tremblant à peine. J'ai quelque chose à vous dire. Je vais quitter Polytechnique. Le silence qui s'est abattu sur la table était plus lourd que celui du dîner de fiançailles, des années plus tard. Mon père a lentement posé sa fourchette et son couteau, parfaitement alignés.
Il a essuyé sa bouche avec sa serviette en lin. Quoi, a soufflé ma mère. Je quitte l'école. Je pars à Paris. J'ai une offre pour rejoindre une start-up. Mon père ne s'est pas énervé. Il n'a pas crié. C'était pire. Il est devenu glacial. Tu es une Tissot, a-t-il dit, chaque mot tombant comme un copeau de glace. Nous ne sommes pas des dilettantes. Nous ne sommes pas des hippies qui suivent leurs rêves. Nous construisons. Nous dirigeons. Tu jettes tout par la fenêtre. Au contraire, papa. Je veux construire quelque chose, ai-je plaidé. L'école, c'est trop lent. Le monde bouge trop vite. Une start-up? Ma mère a craché le mot comme s'il était empoisonné. C'est un mot à la mode pour dire chômage glorifié. Tu vas vivre dans une chambre de bonne? Travailler dans un café? Après tout ce que nous avons investi en toi? C'est une honte. Vous ne comprenez pas, ai-je murmuré, sentant les larmes de frustration me monter aux yeux. J'essaie depuis des années. Vous vous souvenez de ma bourse d'innovation? L'idée pour optimiser les transports à Lyon? J'y ai travaillé pendant 6 mois quand j'étais encore à l'école. Elle a été rejetée sans un mot, sans une explication. J'ai essayé de jouer selon vos règles, dans votre ville. Il n'y a pas de place pour moi ici. Mon père s'est levé. Si tu franchis cette porte avec cette idée folle, Léonie, tu la franchis seule. Ma mère a ajouté, tu nous fais honte à tous. Que allons-nous dire à nos amis? Ce fut le moment de bascule. J'ai compris que leur amour était conditionnel. Il était conditionné à mon obéissance, à ma capacité à refléter leur propre gloire. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques semaines plus tard. J'organisais mon départ en secret. Ma mère organisait, elle, l'un de ses nombreux galas de charité. J'aidais, comme toujours, à tenir le vestiaire. Je l'ai entendu parler avec une de ses amies, une baronne locale. Et Léonie, a demandé l'amie. Elle est si brillante, mais si discrète. J'ai entendu le soupir de ma mère. Un soupir théâtral. Ah, chère amie. Léonie. C'est notre grande déception. Elle est perdue. Nous plaçons tous nos espoirs en Victor, heureusement. Une déception. J'avais 20 ans. Et j'étais déjà une déception. Cette nuit-là, j'ai acheté mon billet de TGV. Aller simple pour Paris. Le jour de mon départ, je suis parti tôt. J'avais 2 valises et mon ordinateur portable. Mon père était déjà parti au bureau. Ma mère était dans le salon, lisant Le Monde. Elle n'a pas levé les yeux quand j'ai pris mes valises. Alors, tu le fais vraiment, a-t-elle dit, sa voix sèche. Oui. Ne t'attends pas à ce qu'on t'aide quand ta fantaisie parisienne s'effondrera. N'appelle pas pour de l'argent. Je n'en ai pas l'intention, ai-je répondu. J'étais sur le quai de la gare Pardieu, avec 2000 € sur mon compte, tout ce que j'avais économisé. J'avais 20 ans, et j'étais terrifiée. Mais j'étais aussi, pour la toute première fois de ma vie, incroyablement, douloureusement libre. J'aimerais vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, ce jour-là, sur ce quai, auriez-vous eu le courage de monter dans ce train? Face à une telle désapprobation de votre famille, qu'auriez-vous fait? Parfois, la pression familiale et le poids de l'héritage sont si forts. Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais folle ou juste désespérée. Je ne savais pas encore que je ne fuyais pas un échec. Je fuyais leur définition écrasante du succès. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me poussant dehors, ils venaient de me libérer. Ils venaient de créer leur propre pire cauchemar. Paris. L'anonymat. La liberté. Et le choc de la réalité. Ma première maison n'était pas un appartement haussmannien. C'était une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 7e étage sans ascenseur, dans le 18e arrondissement. Les toilettes étaient sur le palier. Je pouvais toucher les 2 murs en même temps. C'était le paradis. C'était à des années-lumière du 6e arrondissement de Lyon, de ses parquets cirés et de ses silences pesants. Ici, j'entendais la vie. J'ai trouvé du travail dans cette start-up dont j'avais parlé à mes parents. C'était une boîte chaotique,
dirigée par des gens qui confondaient arrogance et vision. J'étais payé une misère, mais j'apprenais. J'apprenais la vitesse, la résilience, et surtout, j'apprenais ce qu'il ne fallait pas faire. La start-up a fait faillite 6 mois après mon arrivée. J'ai été licencié, comme tout le monde. J'étais à Paris, sans emploi, et mon compte en banque était dangereusement bas. J'ai pensé à l'avertissement de mon père, n'appelle pas pour de l'argent. J'ai serré les dents. J'ai trouvé un travail de serveuse le soir pour payer mon loyer minuscule. Et le jour, je travaillais. Pour moi. J'avais vu le problème de près. Dans ma start-up, tout le monde parlait de changer le monde. Mais ils ne comprenaient pas le monde réel. Ils parlaient de durabilité et de responsabilité sociale, mais c'était du marketing. C'était une façade. J'ai réalisé que le problème de l'écologie pour les entreprises n'était pas un problème de morale. C'était un problème de logistique. Un problème mathématique. Comment une entreprise peut-elle être verte et rentable? Je me suis enfermé dans ma chambre de 10 mètres carrés. Pendant 6 mois, le monde extérieur a cessé d'exister. Je vivais de sandwichs jambon beurre et de litres de café bon marché. Je n'ai pas dormi. J'ai codé. J'ai conçu l'algorithme de base d'écologie. Une plateforme qui n'était pas mignonne. Elle était brutale. Elle se connectait à la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise et utilisait l'IA pour analyser des millions de points de données, coût du carburant, itinéraire de transport, stockage, émissions de carbone, réglementation. Et elle sortait une seule chose, un plan. Un plan pour réduire les déchets, optimiser les trajets, et économiser des millions d'euros. Je ne vendais pas de la vertu. Je vendais du profit. La réduction de l'empreinte carbone n'était que la conséquence logique de l'efficacité pure. Quand j'ai eu un prototype fonctionnel, j'ai utilisé mes dernières économies pour louer un costume et m'inscrire à une petite rencontre d'investisseurs à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. J'étais terrifiée. J'étais la seule femme de moins de 30 ans dans la salle qui n'était pas là pour servir des boissons. J'ai fait ma présentation. 5 minutes. J'ai montré les chiffres. Le silence. À la fin, un homme s'est approché. Il n'avait pas l'air d'un investisseur. Il avait l'air fatigué. Il s'est présenté. C'était l'un des plus grands noms du capital risque à Paris. Il m'a regardé droit dans les yeux. Les autres vendent du rêve, a-t-il dit. Vous vendez des économies. C'est ça, le futur. De combien avez-vous besoin pour commencer? 3 semaines plus tard, j'avais 500 000 € de capital d'amorçage. J'ai créé l'entreprise. Et c'est là que j'ai pris la décision la plus importante. En remplissant les statuts, je devais mettre le nom du fondateur. J'ai regardé le curseur clignoter. Léonie Tissot. J'ai effacé. Une Tissot, dans mon esprit, c'était quelqu'un qui échouait, quelqu'un qui était une déception. J'ai tapé LT. C'était stratégique, bien sûr. Les fondatrices reçoivent statistiquement moins de financement. L'ambiguïté m'aidait. Mais c'était surtout personnel. C'était un mécanisme de défense. Je ne voulais pas que ma famille trouve mon nom sur Google. Je ne voulais pas qu'ils s'approprient mon succès, ou pire, qu'ils le critiquent avant même qu'il n'existe. Écologie était mon bébé. Je le protégeais. LT pouvait conquérir le monde. Léonie, elle, était encore en train de guérir. 5 ans ont passé. 5 ans de secret. 5 ans à voir écologie exploser. 10 millions. 50 millions. 340 millions d'euros de valorisation. Plus de 100 employés. Des bureaux près de la bourse. Et chaque dimanche, sans faute, j'appelais la maison. Bonjour maman. Oui, ça va. Paris est. Paris. Oui, j'ai toujours mon petit boulot dans l'informatique. C'est stable. Le château de cartes tenait bon. Mais un château de cartes, par définition, est fait pour s'effondrer. L'invitation au dîner de fiançailles de Victor était juste le souffle de vent dont il avait besoin. L'invitation est arrivée un mardi matin. Un carton épais, couleur crème, avec le blason de la famille Tissot gravé en or.
Je l'ai regardé sur mon bureau en verre, au 15e étage, avec vue sur tout Paris. L'objet semblait appartenir à un autre siècle. Il m'a fallu 3 jours pour répondre oui. Pourquoi y allais-je? C'est la question que je me suis posée en boucle. Par curiosité? Par obligation? Ou, si j'étais honnête, pour une petite partie de moi qui voulait voir leur visage? Non. J'y allais parce que Victor, malgré tout, était mon frère. Et parce qu'une partie de moi espérait encore, bêtement, qu'ils aient changé. Le jour J, j'ai quitté mon bureau à 15h30. J'ai un dîner de famille à Lyon, ai-je dit à mon assistante. Elle a hoché la tête, habituée à mon jardin secret. Je dirigeais une entreprise de 340 millions d'euros, mais personne ne savait où je passais Noël. J'ai pris le TGV de 17h à Gare de Lyon. Le trajet entre Paris et Lyon dure 2 heures. 2 heures dans un fauteuil confortable, à regarder la campagne française défiler à 300 km à l'heure. 2 heures qui m'ont semblé être un voyage dans le temps, me ramenant vers mon passé. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'avais un conseil d'administration le lendemain matin pour discuter de notre expansion en Allemagne. Nous étions sur le point de signer un contrat majeur avec une multinationale. Et j'allais m'asseoir à une table pour débattre de la couleur des fleurs du mariage, sans doute, pour me faire rappeler que j'étais une ratée. Ma préparation pour ce dîner n'avait pas été de relire des dossiers. Elle avait été de choisir une armure. J'avais longuement hésité devant ma garde-robe. J'aurais pu mettre un tailleur Chanel. J'aurais pu arriver couverte de bijoux, la réussite insolente. Mais ce n'était pas moi. Et ce n'était pas ma stratégie. Ma stratégie était celle de la richesse invisible. Qui est luxury. J'ai choisi une robe en soie noire, d'une coupe parfaite, d'une marque que seule une poignée de personnes reconnaîtraient. Pas de logo. Pas de tape-à en grave-l'œil. Des chaussures simples mais d'un prix indécent. Des boucles d'oreilles discrètes en diamant. Mon armure n'était pas faite pour impressionner. Elle était faite pour me rappeler qui j'étais, et qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je n'allais pas dormir chez eux. Jamais. J'avais réservé une suite à la Villa Maya, l'hôtel le plus luxueux de Lyon, perché sur la colline de Fourvière. J'avais besoin d'un endroit sûr, d'une porte de sortie. Je ne serais pas leur prisonnière. Je suis arrivée à la gare de Lyon-Pardieu. J'ai pris un taxi. J'ai traversé le Rhône, puis la Saône. Chaque pont me rapprochait de la maison de mon enfance. Le chauffeur m'a déposé devant la grande porte en fer forgé. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti l'air humide de Lyon, si différent de celui de Paris. J'ai regardé la façade en pierre de taille, chaque fenêtre parfaitement éclairée. Je pouvais diriger un conseil d'administration hostile. Je pouvais négocier avec des investisseurs impitoyables. Je pouvais gérer une crise logicielle à 3 heures du matin. Mais ce soir-là, en appuyant sur la sonnette, ma main tremblait. J'avais peur de dîner avec ma propre famille. La porte s'est ouverte. Ce fut mon père, Hervé, qui ouvrit la porte. Il était en tenue de soirée, impeccable, un verre à la main. Il me regarda, un instant de surprise, comme s'il avait oublié que j'étais invitée. Léonie. Te voilà. Il se pencha pour une accolade raide, qui ne toucha que mes épaules. Il sentait l'eau de Cologne chère et le vin rouge. Tu as l'air en forme. Bonsoir, papa. Tu es très élégant, répondis-je, entrant dans le hall qui sentait le bois ciré et les lys frais, l'odeur de mon enfance. Ta mère est dans le grand salon. Les invités arrivent. Il se détourna, déjà en route pour rejoindre une conversation plus importante. J'ai traversé le hall, mes talons claquant sur le marbre. Et là, dans le salon, ce fut le choc visuel. Ma mère, Béatrice, rayonnait. Elle portait une robe qui, je le savais, coûtait le prix d'une petite voiture. Elle glissait parmi les invités, un sourire parfaitement maîtrisé sur les lèvres. Elle me vit. Son sourire se figea une microseconde. Léonie, ma chérie. Tu es venue. Elle s'approcha, m'effleura la joue de ses lèvres. Cette robe est simple. Très parisienne. Le compliment était une insulte, comme toujours. Elle est confortable, ai-je répondu avec un sourire.
Viens, je te présente Célia. Célia, la fiancée. Elle était le centre de l'attention, et pourtant, quand elle me vit, elle se détacha du groupe et vint vers moi avec un sourire sincère. Elle était magnifique, mais surtout, elle avait l'air gentille. C'était déconcertant. Léonie. C'est si bon de vous rencontrer enfin. Victor m'a si peu parlé de vous. Il est si secret. Il a toujours été discret, ai-je menti. Le dîner commença. J'étais assise entre un oncle ennuyeux qui voulait me parler de sa retraite, et la femme d'un collègue de mon père qui ne m'adressa pas la parole. Le théâtre habituel. Les piques commencèrent, subtils comme des coups d'épingle. Mon oncle, alors, Léonie, toujours dans l'Internet? Tu arrives à en vivre? C'est si précaire, de nos jours. J'ai souri. Je me débrouille, oncle Pierre. C'est un secteur, porteur. Ma mère, entendant cela, intervint depuis l'autre bout de la table. Oh, vous savez, Pierre, notre Léonie a un grand cœur. Elle travaille pour une petite, comment appelles-tu ça, chérie? Une association? Pour sauver la planète. Il y eut un petit rire poli autour de la table. L'excentrique de la famille. Quelque chose comme ça, ai-je dit en buvant mon chassagne-montrachet. Une association à 340 millions d'euros. La condescendance était un vieux manteau familier pour eux. Ils s'y sentaient bien. Et honnêtement, cela m'allait. Leur mépris était mon meilleur bouclier. Tant qu'ils me croyaient insignifiante, j'étais en sécurité. Puis vint le moment des discours. Mon père se leva, le verre haut. À mon fils, Victor. Sa voix résonnait. Qui perpétue l'excellence des Tissot. Qui a suivi la voie royale, HEC, l'ENA, et qui fait notre fierté chaque jour à Genève. Il a trouvé en Célia une femme à sa hauteur. À l'avenir. Les applaudissements furent nourris. Il se rassit, puis, comme s'il venait de se rappeler quelque chose, il ajouta, et, à Léonie, bien sûr. Qui a fait le voyage depuis Paris pour être avec nous. Les regards se tournèrent vers moi. Des sourires polis, teintés de pitié. À Léonie. Qui est venue. C'était tout ce que je méritais. J'ai levé mon verre en souriant. Le mépris était si épais que j'aurais pu le couper au couteau. J'étais presque à l'aise dans ce rôle qu'il m'avait assigné. J'étais la ratée. C'était simple. C'était clair. Mais ensuite, le plat principal fut servi. La conversation reprit. Et Célia, la douce, l'authentique Célia, se tourna vers mon père. Elle voulait parler de son propre travail. Et c'est là que tout a basculé. Le script que je connaissais par cœur depuis 10 ans était sur le point d'être entièrement brûlé. Le déclencheur fut mon père. Toujours lui. Il se tourna vers Célia avec un sourire indulgent. Alors, Célia, Victor nous dit que vous travaillez dans le ESG? C'est bien ça? Il prononça l'acronyme comme s'il était ridicule. C'est la nouvelle mode. Tout ce greenwashing. Du marketing pour faire joli, n'est-ce pas? Célia, à ma grande surprise, ne se laissa pas démonter. Elle posa ses couverts. En fait, non, monsieur Tissot, répondit-elle poliment mais fermement. Pas du tout. C'est devenu le nerf de la guerre. Les régulations deviennent si complexes que c'est une question de survie financière. Et honnêtement, elle soupira, jusqu'à très récemment, c'était un cauchemar logistique. Mon cœur, sans raison apparente, manqua un battement. Logistique. Mon père leva un sourcil, amusé. Un cauchemar, vraiment? Absolument, dit Célia, s'animant. Coordonner les transports, les fournisseurs, calculer l'empreinte carbone en temps réel, c'était impossible. Nous dépensions des millions en audits et en amendes. Je sentais mon pouce accélérer. Je connaissais cette histoire. Et qu'est-ce qui a changé? Demanda ma mère, plus par politesse que par intérêt. Le visage de Célia s'illumina. Oh, c'est incroyable. Notre groupe vient de signer un contrat avec une nouvelle plateforme technologique. Une start-up française. C'est une révolution. En 6 mois, elle nous a fait économiser, eh bien, je ne peux pas donner de chiffres, mais c'est colossal.
Des millions. Et nos émissions ont chuté de 30%. Mon père ricana. Une start-up française? Un miracle? Ça m'étonnerait. C'est pourtant le cas, insista Célia. Elle s'appelle écologie. Peut-être en avez-vous entendu parler? Elle est en train de secouer tout le secteur. Écologie. Elle l'avait dit. Devant ma famille. Le sang se glaça dans mes veines. Ma mère secoua la tête. Écologie? Non, jamais entendu parler. C'est sûrement un de ces trucs parisiens. Mais Célia était lancée, passionnée. Le plus fou, c'est la fondatrice. C'est un véritable génie. Elle est incroyablement discrète. Une femme, je crois. Personne ne l'a jamais vraiment vue. Elle utilise seulement ses initiales dans tous les documents officiels. LT. Un silence étrange s'installa. Je n'avais pas bougé. Je n'avais pas respiré. Célia s'arrêta. Elle fronça les sourcils. Elle me regarda. Elle me regarda vraiment. Moi, Léonie. La seule personne à table qui n'avait pas l'air confuse. La seule personne qui travaillait, selon ma mère, dans une petite association pour sauver la planète. La seule personne de Paris. La seule personne qui avait hoché la tête en entendant le mot logistique. Léonie, dit-elle lentement, sa voix plus basse. Vous travaillez dans la tech écologiste, non? C'est ce que votre mère a dit. Je n'ai pas pu détacher mes yeux des siens. Vous connaissez écologie? Demanda-t-elle. J'ai posé mon verre. Très lentement. Le son du cristal sur le lin était assourdissant. Oui, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Je connais, assez bien. Célia resta immobile. Elle décomposait l'information. LT. Léonie. Tissot. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, mon Dieu. Elle porta sa main à sa bouche. Elle se pencha vers moi, oubliant tous les autres. Attendez, chuchota-t-elle, mais tout le monde l'entendit. C'est vous? Vous êtes LT? Vous êtes la fondatrice? Le silence. Un silence de mort. Un silence absolu, total. Le bruit de la fourchette de ma mère, tombant de sa main tremblante sur son assiette en porcelaine de Limoges, retentit comme un coup de feu dans la nuit. La pièce était figée. Mon père avait arrêté de sourire. Son masque de supériorité s'était brisé, remplacé par une incompréhension totale. Le visage de ma mère était blanc comme un linge. Victor me regardait comme si je venais de faire pousser une deuxième tête. Tous les regards étaient tournés vers moi. Le secret de 5 ans venait d'exploser en plein milieu du dîner de fiançailles. C'était fini. Combien de temps ce silence a-t-il duré? 10 secondes? Une éternité? Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai regardé Célia. La seule personne dans cette pièce qui comprenait la véritable ampleur de ce qu'elle venait de dire. J'ai hoché la tête. Une seule fois. Oui, ai-je répété, plus fort cette fois. C'est moi. L'explosion fut immédiate. Écologie, balbutia Victor, le premier à retrouver sa voix. Le truc dont parlaient les échos la semaine dernière? La boîte qui vient de lever 80 millions? C'est absurde. La valorisation est de 340 millions, après ce tour de table, Victor, ai-je corrigé calmement. Pas 80. Et puis, la réaction la plus surréaliste. Celle de mon père. Hervé Tissot. L'homme qui, il y a 1 heure, me considérait à peine. L'homme qui, il y a 10 ans, m'avait dit de ne pas l'appeler pour de l'argent. Il a éclaté de rire. Un rire tonitruant, presque forcé. Il s'est levé d'un bond, faisant basculer sa chaise. Il a levé son verre. Ah ah! Ma fille! Léonie! Il exultait. Incroyable! C'est génial! Tu as toujours eu l'esprit Tissot, je le savais. Tu m'as bien eu. J'étais sidéré. Tu dois tout me dire, continua-t-il, son cerveau de lobbyiste tournant à plein régime, recalculant toutes les possibilités. Qui sont tes investisseurs? BPI France?
J'espère que tu as pris BPI France. Je connais tout le monde là-bas. On peut organiser un déjeuner avec le ministre. Il ne s'excusait pas. Il ne demandait pas pourquoi. Il cherchait déjà comment s'approprier la victoire. Comment l'utiliser. Puis, la réaction de ma mère. Béatrice n'a pas bougé. Elle me fixait, son visage livide. Quand elle a parlé, sa voix était un sifflement de serpent. Pourquoi tu n'as rien dit? La question n'était pas empreinte de curiosité. Elle était chargée d'accusation. Elle chercha ses mots, le regard balayant les autres invités qui, maintenant, nous fixaient tous, fascinés par ce drame familial inattendu. Tu nous as fait passer pour des idiots. Ce fut un coup de poignard. Pas de félicitations. Pas de je suis fier de toi. Sa première pensée n'était pas pour ma réussite. C'était pour sa propre humiliation. Le fait que elle, Béatrice Tissot, la gardienne du goût et du savoir, n'était pas au courant. Le fait que, pendant 5 ans, elle avait raconté à tout Lyon que sa fille était une ratée, alors que cette ratée construisait un empire. Victor, lui, était juste perdu. 340 millions, répétait-il, comme si le chiffre n'avait aucun sens. Mais, comment? Tu as abandonné tes études. Pour lui, le monde venait de cesser d'être logique. Lui, le produit parfait du système, venait d'être éclipsé par la défectionnaire. C'est ma tante Odette, la seule qui m'avait envoyé un SMS pour me dire « merde pour ce soir », qui a sauvé la mise. Elle était assise au bout de la table, un sourire ironique aux lèvres. Elle a levé son verre. « À Léonie, a-t-elle dit d'une voix claire. Qui vient de prouver qu'il valait parfois mieux construire quelque chose de nouveau, plutôt que de simplement appartenir à quelque chose d'ancien. » Le toast resta suspendu dans l'air. Ma mère n'a pas pu le supporter. D'un mouvement brusque, elle a jeté sa serviette sur la table et s'est levée, le visage décomposé. Je dois vérifier le dessert, a-t-elle murmuré d'une voix étranglée, avant de s'enfuir de la pièce. Le dîner de fiançailles était terminé. Le repas était ruiné. Mon père avait déjà sorti son téléphone, tapant frénétiquement « écologie » sur Google sous la table. Célia me regardait avec un mélange d'admiration et d'horreur. Et moi? Je me sentais étrangement calme. Je savais une chose, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de la vraie bataille. Et la prochaine conversation, celle que je devais avoir avec ma mère, serait la plus difficile de toute ma vie. Le secret était sorti, mais la vérité, elle, n'avait pas encore été dite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le reste de la soirée fut un brouillard surréaliste. Les invités, sentant le drame, ont commencé à partir prématurément, inventant des excuses. Chacun d'eux, en me disant au revoir, me serrait la main avec une vigueur nouvelle, un respect soudain dans les yeux. Mon père, lui, ne m'a pas lâché. Alors que je cherchais ma veste, il m'a acculé près de la porte d'entrée. Léonie, écoute-moi, disait-il, sa voix basse et urgente, son haleine de vin me frappant le visage. C'est une opportunité stratégique. Tu dois déplacer le siège social d'écologie à Lyon. Les crédits d'impôt ici sont fantastiques, et avec mes connexions. Papa, ce n'est vraiment pas le moment, ai-je dit, essayant de me dégager. Ne sois pas stupide. C'est le moment parfait. Pense à l'image. Le retour de l'enfant prodigue. C'est une histoire magnifique pour la presse. J'ai réussi à m'échapper, le cœur battant de dégoût. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais. Je devais trouver ma mère. Je devais comprendre sa réaction. Je l'ai trouvée dans le petit salon, la pièce où elle se retirait pour lire. Elle n'était pas en train de lire. Elle était assise dans le noir, le dos droit, fixant la cheminée éteinte. Maman? Elle s'est retournée. Ses yeux étaient rouges, mais son visage était dur. Tu as tout gâché, a-t-elle sifflé. J'ai cru mal entendre. Pardon? Ce soir. La soirée de Victor.
Les fiançailles de ton frère. Tu as tout ramené à toi. Encore. Toujours toi et tes drames. Le choc m'a coupé le souffle. Moi? C'est ma faute. Maman, j'ai juste répondu à une question. Tu nous as menti, a-t-elle crié, se levant d'un bond. Pendant 5 ans. Tu nous as laissés, nous inquiéter. Tu nous as laissés, avoir pitié de toi. Et pendant tout ce temps, tu te moquais de nous. Tu construisais ta petite fortune en secret. Me moquer de vous? M'inquiéter? Maman, quand as-tu été inquiète pour la dernière fois? Tu étais embarrassée. C'est différent. Comment oses-tu? Non, maman, comment oses-tu? Comment oses-tu me reprocher d'avoir réussi? Après que vous m'ayez dit que j'étais une ratée? Vous m'avez dit de ne pas appeler pour de l'argent. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé. J'ai réussi. Sans vous. Et maintenant, tu m'en veux pour ça. Elle me regarda avec une froideur que je n'avais jamais vue. Réussi? Tu as abandonné tes études. Tu as abandonné ta famille. Tu as fui comme une lâche. Tu n'es pas une Tissot. Tu es juste un accident. Un accident. Le mot est resté suspendu entre nous. C'était trop. C'était la chose de trop. Je n'ai rien dit. J'ai reculé, j'ai tourné les talons et je suis sorti de la pièce. Je suis sorti de la maison, sans même récupérer ma veste. J'ai marché dans la rue froide, le brouillard lyonnais me piquant le visage. J'ai appelé un taxi. Alors que je montais dedans, j'ai entendu mon nom. Léonie. Attends. C'était tante Odette. Elle avait couru, son châle jeté sur ses épaules. Elle était essoufflée. Quoi encore, ai-je dit, ma voix brisée. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Monte dans le taxi, a-t-elle dit au chauffeur. Villa Maya, s'il vous plaît. Elle est montée à côté de moi. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes, la ville défilant. Léonie, a-t-elle dit enfin, sa voix douce. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Je crois que je viens de l'entendre, tante Odette. Je suis un accident, point. Non. C'est pire que ça. Elle prit une profonde inspiration. Tu te souviens? Ce soir, tu as parlé de ta bourse d'innovation. L'idée pour les transports à Lyon. Celle que tu avais eue quand tu étais encore à l'école. Oui, ai-je dit. Elle a été rejetée. C'est ce qui m'a décidé à partir. Odette secoua la tête. Elle n'a pas été rejetée, Léonie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère, dit Odette, et sa voix était pleine d'une colère que je ne lui connaissais pas, j'étais là. Je l'ai entendue au téléphone. Elle a appelé son ami au conseil régional, celui qui présidait le comité de subvention. J'ai arrêté de respirer. Elle lui a dit que tu étais instable. Que tu traversais une phase difficile. Que tu avais des idées folles et qu'il ne fallait pas t'encourager. Elle lui a dit que te financer serait irresponsable et une perte d'argent public, point. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Elle, quoi? Elle a tué ton projet, Léonie, dit Odette, les larmes aux yeux. Elle l'a tué dans l'œuf. Elle ne supportait pas l'idée que tu puisses réussir, mais d'une manière qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne contrôlait pas. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas de la déception. C'était un sabotage. Actif. Intentionnel. Ma mère n'avait pas seulement pensé que j'étais une ratée. Elle s'était assurée que j'en devienne une, pour protéger sa propre vision étriquée du monde. Je suis restée silencieuse pendant le reste du trajet. Quand le taxi s'est arrêté devant l'hôtel de luxe, j'ai enfin compris. Je n'avais pas de famille à Lyon. Je n'en avais plus. Cette nuit-là, dans ma suite à la Villa Maya, avec Lyon étalé à mes pieds comme un tapis de lumière, je n'ai pas pleuré. Pas de tristesse. J'ai ressenti une rage froide, pure, et étrangement purificatrice. C'était la rage de 10 années d'injustice, de mépris, et maintenant, de trahison. J'ai pleuré de fureur pendant 1 heure. Puis je me suis lavé le visage, j'ai commandé le plat le plus cher du room service,
et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul message. Un SMS à Célia. Café. Je crois que je vous dois, et me dois, une explication. Nous nous sommes vus dans un café anonyme près de la gare Pardieu. Elle avait l'air fatiguée. Je ne pense pas que je vais épouser Victor, furent ses premiers mots. Je suis désolée, Célia. Je n'ai jamais voulu. Non, me coupa-t-elle. Ne soyez pas désolée. Vous m'avez ouvert les yeux. Sur lui. Sur sa famille. Sur leur toxicité. Mais je suis ravie, dit-elle avec un petit sourire, d'avoir enfin rencontré la fondatrice d'Écologie. Votre plateforme est brillante. Ce matin-là, j'ai parlé. J'ai tout raconté. Et j'ai gagné quelque chose de précieux, une alliée. Peut-être une amie. Je suis rentrée à Paris le jour même. Je n'ai pas répondu aux dizaines d'appels de mon père, ni aux messages furieux de mon frère. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Je suis allée directement à mon bureau. J'ai réuni mon équipe de communication. C'est l'heure, ai-je annoncé. L'anonymat est terminé. La semaine suivante, la couverture du journal Les Échos portait mon visage. LT. N'est plus anonyme, Léonie Tissot, la femme qui valait 340 millions. L'histoire était partout. La presse adorait, la ratée de la grande famille lyonnaise qui avait construit un empire en secret. 3 mois ont passé. 3 mois de travail acharné, d'interviews et de croissance fulgurante. Et puis, je suis retournée à Lyon. Cette fois, ce n'était pas pour un dîner familial. C'était pour l'inauguration du nouveau siège d'Écologie, un bâtiment ultramoderne en verre et en acier, ironiquement situé à Confluence, le nouveau quartier d'affaires de la ville. La presse était là. Le maire était là. Mon équipe était là. Dans la foule, au premier rang, j'avais invité 2 personnes, tante Odette, qui pleurait de fierté, et Célia, qui était maintenant ma nouvelle directrice de la conformité. Et puis, je les ai vus. Ils n'avaient pas été invités. Mais ils étaient là. Mon père, ma mère, et Victor. Ils se tenaient à l'arrière, l'air mal à l'aise, mais attirés par les caméras comme des papillons de nuit. Après mon discours, alors que les applaudissements fusaient, ils se sont approchés. Mon père s'est précipité, voulant me serrer la main pour une photo. Magnifique, ma fille. Nous sommes si fiers. Ma mère, le visage tendu, a tenté de me prendre dans ses bras. Léonie, nous devons parler. J'ai reculé. Doucement, poliment. Je les ai regardés. L'homme qui voulait m'utiliser. La femme qui avait tenté de me détruire. Le frère qui m'avait regardé tomber. Merci d'être venu, ai-je dit. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle était professionnelle, polie, et froide comme l'acier. Je me suis retournée vers mon équipe, vers les gens qui avaient cru en moi, vers mon avenir. Je n'avais plus rien à leur dire. Le chemin de la guérison avec ma famille? Honnêtement, je ne sais pas s'il arrivera un jour. Peut-être que certaines blessures ne sont pas faites pour guérir, mais juste pour être comprises. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, j'ai guéri. J'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà dû vous battre pour trouver votre propre chemin, loin des attentes de votre famille? Avez-vous déjà dû cacher votre succès pour vous protéger? Ou avez-vous, comme ma mère, réalisé un jour que vous aviez fait une terrible erreur de jugement envers un proche? Partagez vos histoires, vos triomphes et vos peines dans les commentaires. Nos expériences nous relient. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette frustration ou cette libération, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur la résilience et la recherche de sa propre vérité. J'ai appris la leçon la plus difficile, mais aussi la plus importante. J'ai appris que le vrai succès, ce n'est pas de forcer les autres à admettre votre valeur. C'est de réaliser, enfin, que vous n'avez plus du tout besoin de leur approbation. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, votre valeur est définie par vous, et par personne d'autre.